qui empêchait tout compromis. Alors est-ce un tournant dans la crise qui secoue le pays ? Quoi qu'il en soit, cette crise risque de laisser des traces dans le dialogue social auquel vous devez veiller, vous, en tant que ministre du Travail. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission, mais nous commençons d'abord par une question sur la poursuite des grèves. C'est ce qui préoccupe les Français. La question vous est posée par Adrien Gindre. Oui, parce que ce compromis, Muriel Pénicaud, il a été obtenu avec la CFDT, avec la CFTC, avec l'UNSA, mais d'autres syndicats, eux, appellent à poursuivre le mouvement. C'est le cas de la CGT, de Force ouvrière, de la Confédération générale des cadres. Il y aura de nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ce sont des jusqu'au-boutistes, des irresponsables, ceux qui veulent continuer le mouvement ? Je crois que, d'abord, on est dans une étape où on peut sortir de la crise. Il y a une voie pour sortir de la crise. C'est ce compromis qui a été trouvé. Tout le monde a bougé. Et on est passé d'une logique d'affrontement à une logique de dialogue. Le dialogue, c'est ce qui va permettre maintenant d'aller aux solutions. Alors, pour les organisations syndicales qui continuent d'appeler à la grève, moi, je leur demande de réfléchir parce que là, il y a des choses à discuter sur la table. Je ne veux pas croire que la CGT et FO ne s'intéressent pas au sujet de pénibilité, de fin de carrière. Il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir, comme disaient certains, terminer une grève pour obtenir des choses, pour discuter. Et moi, j'appelle tout le monde à être autour de la table pour discuter des progrès qu'on va faire dans cette... Vous prenez les mots de Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève. Exactement, c'était Maurice Thorez. Guillaume Roquette. Mais la CGT et FO ne vous ont envoyé aucun signal pour vous dire qu'ils étaient prêts à arrêter le mouvement. Au contraire, ils ont dit, même si on retire l'âge pivot, nous, on continue. Oui, mais la CGT et FO tout seul, ça n'est pas tout le pays. Et moi, je crois que les syndicats, ils représentent les salariés, mais qu'il faut regarder l'ensemble des organisations syndicales. Il y a des organisations syndicales, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, qui sont conscients et qui approuvent le système par points, s'il est plus juste, ce qu'on veut tous, il est universel, qui permet d'avoir une évolution du système qui sera durable. Parce qu'un de nos sujets, c'est d'être sûr d'avoir un système qui va marcher, pas simplement demain matin, mais pour ceux qui partent à la retraite dans 10 ans ou dans 40 ans. Mais là, vous avez fait des donc, gestes. on a des gestes de part et d'autre, puisque finalement, ils acceptent l'idée qu'il y a une question d'équilibre financier, et nous avons accepté, le Premier ministre a accepté l'idée de retirer l'âge pivot en attendant les débats sur cette question d'équilibre. On va y venir. Pourquoi ? Je voudrais juste revenir sur... On va revenir Allez-y. sur l'âge pivot, Madame la Ministre, juste sur la question des gestes. Vous avez fait des gestes pour avoir un compromis avec la CFDT, la CFTC, l'UNSA. Est-ce que vous êtes prêt dans les jours à venir à faire des gestes en direction de la CGT Force ouvrière pour eux aussi les amener vers la fin du mouvement ? Alors moi je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de gestes de fait, notamment sur les régimes spéciaux, notamment sur les périodes de transition qui sont en cours de discussion, et donc on comprend très bien la légitimité. Pour des personnes qui travaillent à la RATP, à la SNCF, qui sont entrées il y a longtemps dans un statut, Donc la réponse est non, il y aura la pas réponse c'est d'autres la gestes. transition. Ouais. Mais vous savez, on discute avec ceux qui veulent discuter. Moi je note qu'il y a des syndicats qui en France veulent discuter avec le patronat, qui est concerné aussi, avec l'État. Eh bien, on avance avec tous ceux Ils qui sont veulent là discuter. mardi à vos côtés, vous les recevez tous les tous les syndicats. Est-ce que vous comptez sur la présence de la CGT et de Force ouvrière ? Alors, mardi dernier, en présence du Premier ministre, j'ai reçu au ministère du Travail toutes les organisations syndicales et patronales. Et mardi Toutes prochain sont venues, Oui. y compris la CGT et FO. Simplement, ce n'est pas les numéros 1 qui sont venus. Pour les autres, c'était les numéros 1. Et donc, je pense qu'ils viendront mardi. Mais en même temps, vous avez fait une concession sur l'âge pivot. Vous comprenez que ces deux syndicats, CGT et FO, peuvent dire puisqu'il y a eu un pas, on peut maintenant demander l'abrogation. On peut aller plus loin. Alors, je crois qu'il faut... Le retrait de la loi, qu'est-ce que vous leur dites ? Je crois qu'il y a une erreur. Le dialogue social, c'est un peu mon métier. C'est même tout à fait mon métier. Ce n'est pas un sujet de concession. C'est un sujet de compromis. C'est quoi la différence ? La concession, c'est juste le rapport des forces. Allez, on bouge un peu, on est obligé, on revient en arrière, on bouge C'est ce que plus. vous avez fait. Non, concession. on a fait un compromis. Un compromis, ça veut dire que chacun bouge et qu'ensemble on se dit, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des salariés, pour l'intérêt des générations suivantes, on va bouger pour essayer le plus possible de construire quelque chose sur lequel on Donc est vous d'accord. leur dites qu'il n'y aura pas Et de donc concession. la convergence, c'est le compromis. Le fin du dialogue social, c'est quand même le Vous compromis. C'est ferez ce qui permet cette d'obtenir des réforme, choses. quoi D'ailleurs, vous qu'il en notez soit. quelque chose. Quels sont ceux qui ont obtenu ? Ceux qui sont allés autour de la table et qui ont discuté. C'est ceux-là qui obtiennent parce qu'ensemble, on progresse. Ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de radicalisation du côté de la CGT et de Force ouvrière. Si vous dites maintenant c'est fini, on ne va pas plus loin. Alors là, je note que quand même, dans le secteur privé, y compris CGT et Force ouvrière, il y a extrêmement peu de mouvements de grève. Donc quand vous parlez d'un mouvement de radicalisation, on parle de quelques secteurs, plutôt dans le secteur public, dans certaines organisations. Mais tout à l'heure, nous verrons Laurent Escure, qui, l'UNSA, a un rôle de représentation très important dans le secteur public. Il faudra l'interroger là-dessus. Et vous pouvez nous dire qu'il la y aura balle est des dans le trains, camp des syndicats. il y aura des trains pour les vacances de février pour les Français ?
Alors, je pense que ça dépend de tous ceux qui prennent leurs responsabilités. Je pense qu'il faut interroger, avec cette donnée nouvelle, toutes les organisations syndicales pour savoir si à un moment donné, elles vont vers l'intérêt général. Et encore, il y a beaucoup de choses, et encore une fois, il y a beaucoup de choses à discuter. Sur le minimum contributif, Laurent Pietraszewski a ouvert des discussions là-dessus. Le secrétaire d'État sur en le charge de la secrétaire réforme d'État des charges des retraites. Moi, je mène des discussions sur la pénibilité, la retraite progressive, la gestion des carrières longues. Vous estimez, vous attendez une reprise du trafic de total, complet à la RATP et à la SNCF dans combien de temps, combien de jours? Alors, vous savez, le sujet, c'est pas de faire des pronostics, c'est de rendre les choses possibles. La responsabilité du gouvernement, c'est de rendre les choses possibles. La responsabilité des organisations syndicales aussi. Les syndicats réformistes et le gouvernement ont avancé pour rendre les choses possibles. Et donc maintenant, on va voir, c'est une dynamique. Alors c'est une dynamique, certes, mais pourquoi ne pas être allé plus vite pour obtenir cette dynamique? Pourquoi avoir attendu autant de temps alors que Laurent Berger, dès début décembre, vous disiez que l'âge pivot, c'est une ligne rouge? Pourquoi ne pas l'avoir retiré à ce moment-là? Est-ce qu'il fallait d'abord user les syndicats à ce point? On n'est pas dans cette logique-là, ça n'a pas de sens. Mais vous savez, la dynamique du dialogue social, excusez-moi encore de parler de mon métier, mais c'est pas blanc-noir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se discute. On peut regarder vers le passé, moi je regarde vers l'avenir. Encore une fois, on est passé d'un affrontement, y compris avec ces organisations, à un dialogue. Et ce dialogue, il va permettre quoi? Maintenant, c'est la phase des solutions. C'est ça qui compte, c'est le futur. Adrien, il faut refaire l'histoire, mais on la fera demain. Pour l'instant, il faut faire l'histoire de demain. Parce que nous, ça nous intéresse de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il fallait, oui ou non, atteindre les pratiquement 40 jours de grève pour qu'un compromis soit possible? C'est ce que vous nous dites, en fait. C'est pour que des deux côtés, oui, parce que les organisations syndicales ont aussi accepté, en regardant les faits, en regardant les chiffres, l'idée qu'il y avait un sujet d'équilibre du système. Et donc, c'est le pas qu'ils ont fait. Il nous a fait le pas du... C'est aussi la grève qui vous a obligé à réfléchir, alors. Je voudrais expliquer cette histoire d'équilibre, parce que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. On m'interpelle. On va y venir. On voudrait comprendre votre logique. Parce que vous dites, Mm. c'est la logique du dialogue social. Ce que vous nous dites, c'est donc que chacun a bougé. La grève vous a fait réfléchir et vous a fait bouger. La grève et les discussions avec les organisations syndicales, celles qui sont prêtes à jouer le jeu, parce qu'elles savent que le système à points universel, il est plus juste, il est meilleur pour les Français. Avec elles, le dialogue, petit à petit, le Premier ministre a fait beaucoup de discussions avec eux, a permis de voir qu'il y avait une voie de passage, puisque chacun était prêt à le Premier ministre ne s'est pas braqué. Certains de vos collègues parlent en coulisses de sages décisions. Donc vous dites c'est aujourd'hui une sage décision d'Édouard Philippe? Non, mais je crois que c'est encore une fois la dynamique. Chacun a bougé, et maintenant, place aux solutions. Oui, alors, c'est quand même une forme de victoire d'Emmanuel Macron contre Édouard Philippe. Emmanuel Macron avait dit on ne repoussera pas l'âge de la retraite. Édouard Philippe avait dit si, il n'y a pas d'autre solution. Et finalement, il recule. Je croje que c'est une victoire pour les Français quand on arrive à converger sur le plan social. Ce sont des et qu'un gouvernement. Non, ce n'est pas un élément de langage. Je pouvais dire ça il y a 10 et 20 ans et je n'étais pas au gouvernement. Donc, car regardez ce que je disais il y a 10 ou 20 ans, j'ai toujours dit ça. Parce que moi, je crois à cette culture de compromis. C'est une réalité qu'il y avait une divergence. Et voilà. Et maintenant, moi, je me réjouis. Et je salue qu'il n'y ait plus de divergence. Maintenant, attendez, on a encore beaucoup de choses à discuter. Il y a beaucoup de choses à discuter. Le Premier ministre et le Président de la République. Je ne crois pas une seconde à cette version. Tout va bien entre eux, ils sont sur la même ligne. Exactement le même. De mon point de vue, je vois un petit peu des choses. Même quand il y a un gouvernement, le Premier ministre de trouver un compromis rapide. Il lui a demandé de trouver un compromis rapide. Donc accélérer les choses. Il avait besoin de le dire. Dans son rôle. Parce que ce n'est pas lui qui fait les compromis, c'est le gouvernement, et donc c'est normal qu'il demande au Premier ministre. Adrien Jean. Vous parliez du dialogue social, le fait est qu'il y a des gens qui ont eu des positions très tranchées pendant toutes ces semaines de grève, au sein des entreprises, des grévistes et des non-grévistes côte à côte. Quelle trace il va en rester? Est-ce que vous imaginez que demain, les grévistes et non-grévistes puissent retravailler ensemble dans de bonnes conditions, comme si de rien n'était? C'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire sociale. Et ça s'est pas toujours bien passé en 95, ça mais s'est pas je crois bien passé. Oui, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Je crois que ce qui compte, c'est pas ça. C'est est-ce que nous allons convaincre, et on a encore du travail à faire, les Français que effectivement le système sera suffisamment clair, plus juste, pour qu'il soit, je dirais, attractif, et pour que qu'une majorité de Français se disent on va dans cette voie, c'est bien. Pas de traces. Je crois que ça dépend pas mal de l'issue. Si on continue à faire des avancées avec les organisations syndicales, j'espère toutes, mais au moins les réformistes, sur les sujets de fin de carrière, de pénibilité qui concernent tout le monde, à ce moment-là, ça apaise un peu le fait qu'il y ait le compromis. On est plus serein. Mais maintenant, il faut continuer sur ces négociations. Mais Muriel Pénicaud, le président de la République, avait fait campagne notamment sur l'apaisement. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un pays apaisé? C'est pas la clé se tourne pas en 24 heures. Mais je pense que le fait 2 ans, on a des gilets jaunes. Cette année, on a une très longue grève sur les retraites. On se dit que c'est pas du tout que le dialogue social est abîmé, que le pays est abîmé, non? C'est intéressant parce que toutes vos questions, c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux, en gros. Oui. Et moi, je vous dis,
Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est que maintenant, on peut Mais est-ce réussir. que vous avez des C'est ça regrets qui Est-ce que m'intéresse. vous avez des regrets On peut aussi avoir des regrets sur une tactique adoptée, sur la conduite d'une réforme. Est-ce que là, en l'occurrence, sur les 40 derniers jours, vous avez des regrets? Non, parce que pour moi, c'est pas le sujet. Le seul sujet, si on sera satisfait, en tant que, pas simplement membre du gouvernement, en tant que Français, c'est quand cette réforme aura été votée, qu'elle se mettra en place, et que pour les Français, ça sera un plus. Et notamment pour les générations suivantes. Parce que si on ne fait pas cette réforme, et si on ne la fait pas avec le système à points universel, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est qu'on laisse une dette à nos enfants, et ça, c'est pas bien. Guillaume Roquette, sur l'utilisation ou le recours éventuel au 49.3. Oui, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que vous l'excluez complètement qu'il y ait un vote sur cette loi en passant par le 49.3, donc sans débat approfondi à l'Assemblée? Alors, je ne sais pas d'où vient cette idée, Mmh. saugrenue, on peut dire. Je n'ai jamais entendu le Premier ministre en parler, et je n'y crois pas une seconde. Donc il n'y aura pas de 49.3, ce sera... Ça me paraît... En revanche, c'est une c'est procédure important qu'on a- accélérée. c'est Une procédure important. d'examen accélérée. au Oui, Parlement. alors accélérer, c'est plusieurs mois, hein, donc dans le en langage législatif. Donc c'est pas à la sauvette, hein, accélérer dans le système Mais français. qu'on ait bien compris. C'est pas une loi Gabriel d'urgence. Pénicaud, Une loi d'urgence, c'est ce que, C'est vrai. avec Agnès Buzyn, j'avais porté l'année dernière en 2 jours et demi. Mais ça, c'est exceptionnel dans l'histoire de la France. Juste que les choses soient bien claires, en première lecture, on est bien d'accord que les parlementaires vont discuter d'un texte qui ne sera qu'un texte provisoire, puisqu'on sera toujours dans l'attente des conclusions de la conférence Alors, de financement. Donc on va faire texte siéger les provisoire, parlementaires un peu pour Euh, rien. Il y a une grande partie du texte qui ne sera pas modifiée par les discussions sur Il manquera l'équilibre juste le financier. financement, c'est quand même Mais pas oui, non, c'est pas rien. Mais anecdotique. je crois que, vous savez, on en discute avec les députés. Eux, ils s'inscrivent aussi dans la dynamique. C'est quoi la fabrique de la loi? C'est quelque chose de vivant dans lequel il faut un gouvernement, des parlements qui représentent les Français. Et puis, comme c'est une loi qui a des impacts sociaux, économiques très importants, il y a aussi les partenaires sociaux. En gros, il y a de la démocratie sociale et de la démocratie parlementaire et politique en même temps. Mmh. Et moi, on l'a vécu au moment des ordonnances travail. J'étais en discussion avec les partenaires sociaux. J'ai passé avec mon équipe 300 heures avec les partenaires sociaux, en même temps qu'on était déjà au Parlement sur la loi d'habitation des ordonnances. Eh bien, on peut aller aussi de l'un à l'autre. C'est aussi ça la fabrique de la loi Gabriel, dans, elle Démocratie sera- directe dans avec un un monde social. référendum. Vous dites Ouais. qu'il y a démocratie sociale, démocratie parlementaire. Le référendum, ça peut être une des cartes dans ce dossier? Alors, le référendum, vous avez vu dans l'histoire, c'est très bien un référendum pour poser quelques questions simples. Mhm. Mais alors, pour tout un système, vous êtes à peu près sûr qu'on ne répond pas à la question qui est posée. Donc, c'est pas le bon Pas de instrument. référendum. Mais le Parlement, attendez, on Ouais. va voter pour des députés et des sénateurs. Sénateurs, c'est bien pour qu'ils fassent Alors, la loi, qu'ils votent la loi. Quand Donc, ça ils sont sera légitimes. Donnez-nous juste le calendrier. À quand précisément Oui. la réforme, l'adoption de cette réforme pour vous au Parlement et son application concrète? Alors, la réforme, d'abord, sur la partie équilibre financier du système, la conférence de financement doit rendre ses conclusions fin avril pour que ça puisse être intégré à la deuxième lecture du texte. Le but, c'est que l'ensemble du texte soit voté avant cet été. Et alors, il y a des mesures qui s'appliquent plus rapidement que d'autres. Ça dépend vraiment des mesures. Et parmi les mesures, il y en a effectivement qui vont dépendre de la conférence de financement. Alors, Alors, justement- venons-en maintenant justement sur le financement. Guillaume Roquette et l'âge pivot. Voilà, sur le fond du sujet, si on a bien compris, il n'y aura pas d'augmentation des cotisations pour financer les systèmes de retraite. Il n'y aura pas non plus de baisse des pensions parce que les syndicats n'en veulent pas. Et il n'y aura pas non plus d'âge pivot parce qu'on l'a retiré. Alors expliquez-nous comment vous faites pour revenir à l'équilibre si vous excluez ces trois possibilités. Alors, D'ici d'abord, 2027. je voudrais d'un mot dire pourquoi il faut un équilibre. Ce n'est pas un sujet budgétaire. C'est un sujet de solidarité entre les générations. La France, et on est très peu de pays dans ce cas-là, a opté depuis toujours, et on le confirme, pour un système de répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous, moi, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui par leur cotisation payent la retraite des retraités d'aujourd'hui, nos parents et grands-parents. Moi, c'est plutôt les parents. Demain, on veut garder ce système de répartition, mais il faut être sûr que les générations suivantes qui vont nous suivre, les plus jeunes, ne paieront que la retraite de ceux qui sont à ce moment-là à la retraite et pas une dette en plus. En gros, laisser une dette là-dessus aux générations, c'est faire une solidarité intergénération qui n'est que dans un sens et c'est vraiment fermer la porte aux comprend jeunes. bien le principe. On veut Alors, que comment cette pouvez-vous réforme, la- elle comment ouvre on la fait porte aux jeunes. Comment on Vous savez, fait les jeunes, moi je vois des jeunes tout le temps parce Ouais. que j'en vois dans les missions locales, dans les CFA, les centres de formation d'apprentis, j'en vois tout le temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils croient qu'ils n'auront pas de retraite. Et ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose où ils auront leur retraite et ils n'auront pas à payer
pour ce qu'on n'aurait pas fait. Donc cette question d'équilibre financier, c'est pas de l'obsession budgétaire, Mais alors, c'est la comment vous pérennité du faites, système. Muriel Alors, Pénicaud, comment on puisque fait beaucoup d'options sont déjà sur Voilà. le... Alors comment on exclues, et fait on a Le l'impression Premier que c'est un peu une ministre, négociation, un dans pistolet ce- sur la tempe pour les syndicats. Bah, si c'était le cas, ils auraient réagi différemment. Je les connais assez pour le savoir. Enfin, ils pourront toujours le dire à un moment ou à un autre, mais en ce qui concerne cet équilibre financier, le Premier ministre, dans son courrier, dit qu'il ne faut pas augmenter le coût du travail et qu'il ne faut pas augmenter Alors, et qu'il ne faut justement, pas baisser les Il dit pensions. qu'il n'y a pas de hausse du coût du travail, mais Oui. il n'y a pas de hausse des cotisations. Oui, Est-ce il dit que ça le veut coût du dire travail. que les hausses de cotisations sont une option possible? Alors, le coût du travail, en tout cas, ne doit pas augmenter. Pourquoi ? Parce que le coût du travail, ça a un effet direct sur l'emploi. Quand le Oui, mais coût du travail Est-ce que vous augmente, pouvez me répondre sur on les perd de cotisations l'emploi. parce que c'est eh effectivement bien, un point clair dans le coût pour du nous. travail, c'est en grande partie les cotisations, mais il peut y avoir d'autres sujets. Alors, à est-ce que vous pouvez discuter. nous dire ce Et que puis c'est par ailleurs, il y a les Muriel sujets Pénicaud, de non, fraude il faut qu'on réserve. comprenne ce Non. point, pardon, il est très important. Le Premier ministre dit il n'y aura pas de hausse du coût du travail. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Est-ce qu'il peut y avoir une hausse des cotisations ou pas? Ce que je vais vous dire, c'est que si on pense que, avec les partenaires sociaux qui connaissent très bien le sujet, l'État qui connaît très bien le sujet, les experts qui connaissent encore mieux les aspects techniques, il nous faut 4 mois pour répondre complètement à cette question. C'est pas en 3 minutes ici donc que ce je vais n'est vous pas donner exclu. toutes les Non, mais ce solutions. que vous pouvez nous dire, Mais, c'est que ce n'est pas exclu. Du moment que le coût du travail n'augmente pas, toutes les solutions sont ouvertes à discuter. De même qu'on ne veut pas, l'autre limite, c'est on ne veut pas baisser les pensions. On ne veut pas baisser le niveau Même des si la retraites. CFDT vous dit qu'il y a des retraités qui sont aujourd'hui mieux lotis Non, que mais certains actifs. Attendez, on Vous êtes considère traumatisé par la que- crise des Gilets jaunes, ça c'est impossible pour vous. Non, c'est pas ça, c'est une de dire, question voilà, il y a de- des retraités de- aujourd'hui qui gagnent mieux leur vie que des actifs. Ah bah, non, les C'est la CFDT retraités qui en le dit. moyenne gagnent plus que les actifs en France. C'est Ah bah, une- voilà. c'est un peu Donc vous dites comme la étrange. CFDT, Oui, mais en même mais temps vous dites on ne peut Mais pas il ne baisser faut les pas pensions. pénaliser les retraités d'aujourd'hui C'est pas- pour autant. C'est pas cohérent. Euh, Vous nous dites ils gagnent mieux, non. mais on baisse pas leurs pensions. Mais non, mais les retraités d'aujourd'hui, en moyenne, un retraité en moyenne, il y a des gros écarts, touche 103% de ce que touche quelqu'un qui travaille. C'est une bizarrerie française, je vous reconnais, en notre génération. On ne va pas pénaliser ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. On ne touchera pas à leur retraite. Parce qu'il n'y a pas de raison. Eux, ils ont travaillé longtemps, ils ont cotisé dans un contexte. On ne va pas leur dire après coup, alors qu'ils sont à la retraite, on vous change votre retraite. C'est pas bien, ça. J'ai pas compris Donc- en quoi c'est différent les cotisations sociales et le coût du travail. Comment Le est-ce coût du qu'on- travail, c'est plus global. Et donc, ils vont en discuter. Il y a beaucoup de manières de Comme regarder ça. quoi Bon, et puis on essaie de Il y a une comprendre. astuce et vous nous direz pas laquelle. On comprend Non, bien il y en que- a- Là, on est au dans le cœur du flou, sujet, hein, là. autant que les auditeurs et les Ouais. spectateurs. Donc éclairez-nous. Non, ce que je peux vous dire, c'est que il faut les trois choses importantes. C'est faut trouver un équilibre financier, parce que c'est pérenne. Il ne faut pas augmenter le coût du travail et il ne faut pas baisser les pensions des retraités. Alors, est-ce Ça, qu'on c'est peut les choses. augmenter la durée Donc- de cotisation, par donc, exemple, après, aller plus vite il y a dans la réforme Touraine, plein- puisqu'on en fait- devait avoir 43 annuités pour être très précis en 2035. Est-ce que ça peut être avant 2035 pour arriver à ces 43 Vous verrez annuités au cours de débat qu'il y a énormément de leviers. Ce que je ne crois Bon, c'est pas, pas c'est non. qu'il y aura un seul levier. Et- Non, il y aura certainement. Je suis sûr qu'il y aura un cocktail, Un de, cocktail mesures. Et Parce piocher que dans ça, les réserves, c'est par assez exemple. certain. Muriel Ça fait Pénicaud. partie des choses qu'on peut discuter. Donc, Mais piocher dans les ça n'est réserves, que c'est du court ouvert terme. aussi. Par contre, ça ne résout pas le problème long terme. Les Mais- réserves, elles ne se refont pas toutes seules. Elles sont à 36 l'occurrence, milliards pardon. aujourd'hui. Là, Oui. on est bien d'accord qu'on est en train de Non, mais- réfléchir avant tout aussi comment compenser la À suppression de la partir du Suisse moment où à le court terme. Donc, Premier ministre a dit on met tout sur la table, on discute, et s'il y a des solutions meilleures que le seul âge pivot ou âge d'équilibre, on sera ouvert. À ce moment-là, on est ouvert. Donc, il y a pas de... C'est pour ça que je vous ferme aucune porte, Il y a parce pas de qu'il n'y en a aucune du moment que les pensions ne baissent pas, que les coûts du Mais c'est parce travail, que vous n'avez pas assez bossé que vous ouvrez cette nouvelle négociation. Non. Vous ne pouvez pas les trouver vous-même, le Alors- gouvernement, ces Alors- financements Dans le dialogue social, il y a un moment donné où converger ensemble sur des choses, sur un cocktail où il y a une palette d'outils possibles, ça a une valeur beaucoup plus grande que décider tout seul. C'est ce moment-là où on est. Moi, j'y crois parce que c'est toujours mieux de trouver des solutions ensemble. Mais il y a beaucoup d'outils. Et donc, quel est le dosage de chacun, lesquels on prendra, lesquels on ne prendra pas, je ne peux pas préjuger de 4 mois Muriel de Pénicaud, discussions par qui vont exemple, démarrer dans est-ce qu'il 15 peut y jours. avoir une augmentation du temps de travail hebdomadaire? Alors, ça, Ce qui pour l'instant, permettrait de personne ne l'a proposé, à ma Et vous connaissance. non plus. Donc on reste aux 35 heures. Non, mais aujourd'hui, les 35 heures, c'est une référence. Oui. Mais en fait, il n'y a qu'un tiers des salariés qui travaillent à 35 heures tout à fait, puisque en fait, on est en moyenne en France à 36 heures Alors. et quelques. Et avec les heures supplémentaires, en fait, le sujet, à mon avis, n'est pas le temps de travail celui-ci. hebdomadaire. Est-ce qu'il peut être celui de l'augmentation Après, des quelqu'un le propose. salaires
est-ce qu'il peut être celui de l'augmentation des salaires? Est-ce que vous pensez qu'il faut que les entreprises augmentent les salaires, ce qui mécaniquement il y a quelque chose qui est le rendement des cotisations? Le rendement des cotisations, je vais vous dire, ça, personne ne peut le décider par magie, mais il y a quand même deux choses qui contribuent beaucoup aux cotisations. Oui. La première, c'est l'emploi. Oui. À chaque fois que quelqu'un quitte le chômage et va en emploi, eh bien, c'est des cotisations en plus, c'est des coûts en moins dans l'assurance chômage. Donc, c'est un système. Donc, tous nos efforts, et on a commencé sur ce sujet, on a baissé de 1 point le chômage depuis 2 ans. C'est 300 000 demandeurs d'emploi en plus qui retrouvent un emploi, et on en a sous le pied. Donc, je crois que ça, c'est un effet. Et puis, il y a l'égalité homme-femme. Aussi, puisque aujourd'hui on a 9% d'écart pour le même travail. Si on augmente de 9% les salaires des femmes, ce que avec la loi pour la liberté de choisir son index professionnel, sa voie professionnelle et l'index égalité homme-femme, nous sommes en train de faire, eh bien ça fait 9% de cotisation en plus du côté des femmes. L'augmentation des salaires. Voilà. Est-ce que vous pensez que les entreprises doivent augmenter les salaires? Elles doivent absolument augmenter les salaires des femmes pour qu'elles aient le même salaire des hommes. Et augmenter les salaires de plus non, pour la moitié de la population. Bruno Le Maire dit il faut augmenter les salaires. Vous ne dites pas globalement il faut augmenter les salaires. Les salaires augmentent puisqu'on est à 2,4% d'augmentation cette année. D'ailleurs, les salaires augmentent beaucoup plus que l'inflation, je voulais le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets en disant mais la valeur du point va être indexée sur les salaires et ils ont peur que ça soit moins bien que les prix, l'inflation. Non, en fait, c'est beaucoup mieux. Donc vous êtes plutôt en phase avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui a entendu Bruno Le Maire demander donc aux entreprises un effort en augmentant les salaires et qui dit aujourd'hui que quand il entend cela, eh bien, il demande aux ministres comme Bruno Le Maire de balayer devant leur porte et que l'État employeur fasse son job. Moi, je suis d'accord avec tous ceux qui se battent pour l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, du côté patronal et syndical, et du gouvernement. Et avec ça, vous allez voir, on va faire un grand progrès et d'équité, de performance des entreprises, et ça va nous aider pour les retraites. Adrien Gindre. On a bien vu que vous étiez très confiante sur cette conférence de financement, sur sa capacité à déboucher. Alors, il y en a qui sont plus inquiets. La CGT craint que vous refassiez le coût de l'assurance chômage. Alors, je vais poser la question de manière plus précise. Qu'est-ce qui se passe si jamais, à l'issue de la conférence de financement, il y a soit un accord qui n'est pas trouvé, soit un accord qui ne vous convient pas? Alors, le Premier ministre l'a dit clairement. Il faut qu'on trouve une solution pour l'équilibre financier, pour les raisons que j'évoquais, parce que sinon on met le fardeau sur les générations suivantes. Donc de toute façon, il faut une solution. Soit la conférence de financement permet de trouver la solution, ou probablement, très probablement, le cocktail de solutions. Eh bien, c'est la solution qui pourra être reprise dans la loi. Soit il n'y arrive pas, il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités, il l'a dit, on les prendra à ce moment-là. Et ça voudra dire quoi? C'est pour ça que l'âge pivot est retiré provisoirement. Parce qu'il faut bien une mesure. Alors, si la conférence de financement n'aboutit pas, ça n'empêche pas de prendre des idées qui ont été débattues dans la conférence, mais c'est mieux si elle aboutit. La seule alternative aux conclusions de la conférence de financement, c'est l'âge pivot. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord ou un accord qui ne vous convient pas, c'est le retour de l'âge pivot. Ça sera au Premier ministre de terminer à ce moment-là, si on n'y arrivait pas, mais moi je ne me mets pas dans cette perspective-là, qu'est-ce qui peut être fait, âge pivot et ou autre... Mais vous avouerez qu'ils sont quand même traumatisés par cette affaire de l'assurance chômage, où ils avaient trouvé un accord, vous leur avez imposé un autre, Muriel Pénicaud. Alors, ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas trouvé d'accord. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Là, je m'excuse de vous corriger. Ils n'ont pas trouvé d'accord parce qu'ils ont arrêté la négociation en disant on ne trouve pas un accord. Donc l'État était obligé de prendre les parlementaires. Guillaume Attendez, alors je m'excuse. Regardez les faits. Juridiquement, ils n'ont pas fait d'accord. Il n'y a aucun moment donné où ils ont signé un accord. Parce qu'ils contestaient le cadre que vous aviez fixé. Enfin, ils ont négocié pendant 4 mois, donc ils avaient accepté le cadre. Après, c'était pas un cadre facile. Ça, je suis d'accord pour le dire. Mais ils avaient accepté le cadre. Ils n'ont pas abouti. Ça arrive, c'est pas. Mais il y aura peut-être un retour de l'âge pivot. Donc là, mais il faut aboutir pour qu'on puisse en tenir compte pleinement. Il faut aboutir. Guillaume Roquette. Gérard Larcher, le président du Sénat, dit ce matin il n'y a plus de réforme parce que dès lors qu'il n'y a pas de financement attaché à cette réforme, elle perd de sa substance. Alors, il y a 2 choses qui m'étonnent. Enfin, une qui m'étonne, une qui me choque. Lui-même, la première chose qui m'étonne, oui, il y a quelques années, et il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que certains